Super. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bienvenue à ce webinaire. Bonjour Christelle, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous voyez bien le diaporama? Vous pouvez me l'écrire dans le chat, je vais attendre encore un petit peu que tout le monde se connecte. On a une trentaine d'inscrits. Ah, parfait. Merci pour vos retours. On va commencer tout doucement et puis les autres nous rejoindront au fur et à mesure. Pour les habitués qui sont avec nous depuis plusieurs semaines, vous connaissez bien mon introduction. Je vous laisse prendre un café ou un thé, parce que je vais présenter l'ARB, nos missions. Tout le monde, ce webinaire est enregistré parce qu'il sera disponible ensuite en rediffusion sur la chaîne YouTube de l'Agence régionale de la biodiversité. Si vous avez des questions qui viennent au fur et à mesure ou des remarques, des compléments, des précisions, n'hésitez surtout pas à écrire dans le chat ces différentes questions. On les traitera après la présentation de Alain Darty qui est avec moi pour le Conseil régional de la Réunion et pour présenter les programmes de financement FEDER, Interreg et avec une ouverture après sur d'autres lignes de financement, le FEAMPA notamment. Je vais faire ma petite intro sur l'ARB. L'ARB, l'Agence régionale de biodiversité de la Réunion, c'est un établissement public qui a été créé en 2023, mais qui est opérationnel depuis le début de cette année 2025. Dans l'équipe, on est 5 personnes. Et notre objectif principal, c'est d'accompagner, d'impulser, favoriser vos projets, initiatives en faveur de la biodiversité. Biodiversité au sens large, terrestre, aquatique, marine. Après, on a un conseil d'administration qui regroupe une trentaine de structures membres, des collectivités territoriales, des services de l'État, l'Office français de la biodiversité, bien sûr, des représentants aussi associatifs, socio-économiques, scientifiques. Et on a 4 missions principales. Déjà, une mission pour fédérer les acteurs, mobiliser la société autour des enjeux de biodiversité à La Réunion. Donc, c'est l'idée de sensibiliser, faire de la médiation, aller chercher des publics qui sont un peu éloignés de ces sujets-là aujourd'hui et animer différents groupes de travail, réseaux, comités techniques, comités de pilotage sur des thématiques pour amener des acteurs aussi différents à se parler autour de la même table. On a une mission ensuite d'accompagnement des projets. Donc, on est en plein dedans aujourd'hui avec ce webinaire. C'est un peu plus mes missions, moi d'ailleurs. Je fais de l'accompagnement, du conseil auprès des porteurs de projets pour les orienter vers les financements qui sont les plus pertinents, pour aussi flécher vers des partenaires qui nous semblent incontournables en fonction de la thématique du projet. Je fais de la veille régulière sur les appels à projets qui sortent et on fait du relais sur nos réseaux sociaux. Et après, on a tout un volet d'accompagnement des acteurs aussi, des collectivités territoriales, des entreprises, des associations pour de la montée en compétences sur la biodiversité. Ensuite, on a une mission plus d'observatoire régional. Donc là, c'est l'idée d'avoir des indicateurs, de centraliser la connaissance et études qui sont disponibles à La Réunion sur la biodiversité pour appuyer les stratégies régionales et locales et pouvoir renseigner comme ça l'évolution de l'état de santé des écosystèmes et des populations d'espèces. Et après, on a une mission plus générale de rayonnement, de coopération au-delà de la Réunion. L'ARB fait partie d'un réseau national avec les autres agences de biodiversité dans les autres régions. On s'appuie beaucoup sur ce réseau pour avoir du partage d'expériences et pour avoir des programmes aussi, des projets communs. Et on coopère avec les territoires de l'océan Indien, Mayotte, Madagascar, l'île Maurice, etc., etc. Là, je vais passer rapidement, mais un peu plus concrètement sur nos actions. On relaie les actualités, les ressources, les appels à projets. On organise des temps d'accompagnement collectif, comme ce webinaire. Fin janvier, l'année prochaine, je vais vous en parler aussi, on réfléchit à un atelier en présentiel avec des porteurs de projets. On fait du conseil individuel. On anime un comité des financeurs biodiversité. Là, c'est un groupe avec les principales institutions qui financent des projets. Il y a la région, il y a le département, l'Office de l'eau, les services de l'État déconcentrés, l'ADEME. L'idée, c'est de pouvoir échanger sur les programmes de financement des uns des autres, avoir une vue d'ensemble, pouvoir aussi avoir un calendrier des appels à projets qui vont sortir et se coordonner, ou en tout cas tendre vers une coordination sur les projets pour prioriser ces projets et sur ceux qui nous semblent vraiment intéressants et pertinents pour le territoire, essayer de débloquer les problèmes qui pourraient se poser et trouver les cofinancements manquants.
Et après, sur l'accompagnement collectif, on organise des journées techniques avec des visites de terrain pour permettre à tout le monde de découvrir des projets. On réfléchit en ce moment à des parcours d'accompagnement pour les collectivités, pour les entreprises, dans le cadre du programme Engagé pour la nature. Et on a tout un volet communication, valorisation des projets, ce qui va aussi se développer l'année prochaine avec le développement du site internet de l'agence. Juste pour finir sur cette partie, on fait le lien aussi évidemment entre l'échelon national, l'échelon régional et l'échelon plus local. Juste avant de laisser la parole à Alain, je vous ai mis quelques liens utiles si vous êtes en train de monter un projet actuellement. Il y a le lien vers le réseau LinkedIn de l'ARB sur lequel on communique, puisqu'on n'a pas encore de site internet. Il y a le lien vers la plateforme Aide Territoire. C'est un portail national qui recense énormément d'aides financières sur différentes thématiques. Donc, je vous invite vraiment à utiliser ce portail pour chercher des aides. Et sur les projets de biodiversité plus particulièrement, il y a le portail Téméum avec un questionnaire qui vous demande sur quoi porte votre projet, quel est votre statut, est-ce que vous êtes une collectivité, une association, et en fonction de vos réponses, ça vous oriente déjà sur les aides les plus pertinentes. Donc voilà, utilisez ce questionnaire, n'hésitez pas. Et il y a aussi un lien vers la cartographie des projets biodiversité en Outre-mer, avec plusieurs exemples de projets pour vous inspirer, vous donner des idées, et puis alimenter aussi vos états des lieux de projets, pour pouvoir dire en quoi votre projet est différent, en quoi il est innovant, et en quoi il va plus loin que les autres projets qui ont déjà eu lieu sur le territoire. Vous aurez le diaporama après le webinaire, je vous l'enverrai par mail. Bon, Alain, je te laisse la parole pour présenter du coup les programmes de financement de la région. Oui, donc bonjour à tous. Donc d'abord, je vais me présenter très rapidement, hein. Donc Alain Darty. Donc je suis responsable du service environnement Interreg, qui est le service instructeur de tous les programmes d'action, notamment liés à la préservation de la biodiversité, donc au sein de la direction FEDER Développement Durable. Et j'endosse en plus la responsabilité sur l'instruction de plusieurs projets d'infrastructure, notamment donc l'aéroport, certaines mesures d'énergie, donc tout ce qui est photovoltaïque, certains dossiers de déchets également. Donc voilà pour dresser un petit peu, pour me situer par rapport à l'instruction. Donc je suis très enthousiaste évidemment de pouvoir vous présenter, d'essayer d'éclaircir un petit peu le panorama de tout ce qui se fait au niveau des aides, au niveau des fonds européens à la région. Alors, je vais d'abord peut-être commencer par vous indiquer les ressources et les points contacts qu'il faut retenir. Donc, les ressources, bon, bah là, vous pourrez les consulter, hein. C'est essentiellement, notamment, les avis d'AMI et d'appel à projet qui sont publiés, donc sur le premier site que je vous ai indiqué. Après, vous avez, là, je pense que vous le connaissez même peut-être mieux que moi, c'est l'accès au portail e-Synergie, qui est l'outil de téléservice pour déposer les demandes de subvention. Et vous avez également, donc je me suis un petit peu répété, mais c'est pas grave, c'est toujours bon. C'est sur le site institutionnel de la région, vous avez également un portail qui est consacré aux 4 directions FEDER, dont la mienne, sur lequel vous allez retrouver toutes les fiches actions. Donc ça, je pense, c'est assez important pour vous. Et je vous ai mis un quatrième site qui est le site un petit peu généraliste, donc le réunioneurope.org, hein, dans lequel vous allez notamment avoir les réglementations applicables. Et puis je vous ai mis donc les points contact. Donc, évidemment, je vous propose de me contacter moi pour évidemment tous les fiches actions qui me concernent. Mais comme vous avez pu le constater, ben, je suis tout seul là pour représenter la région, la collectivité. Évidemment que la biodiversité s'entend pas uniquement au niveau de ma direction. Vous avez d'autres dispositifs, hein, avec d'autres services. Je vous propose, pour que ce soit plus simple, de me contacter. Et puis je vous mettrai en contact avec les bonnes personnes. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Par contre, sur les parties, alors ça c'est la partie instruction qui me concerne, la partie instruction FEDER, mais sur la partie opportunité technique, par exemple, vous avez vraiment 2 directions qui sont importantes pour vous. C'est la direction transition écologique, notamment avec ma collègue Natacha Mussard, qui est un petit peu en chef de file. Donc, vous avez les coordonnées. Et si jamais toutefois vous
vous souhaitez déposer une demande au titre de la biodiversité, mais dans le programme de coopération Interreg, vous avez également, je vous conseille vraiment vivement de prendre attache auprès de la DOCR, notamment monsieur Lorion, qui est vraiment la personne contact pour tous les aspects partenariat. Donc, je vais commencer d'abord par essayer, je vais essayer d'être assez simple, même s'il y a beaucoup d'acronymes et de sigles, je m'en excuse, mais malheureusement, j'ai essayé de faire au mieux, mais c'est pas évident. Donc, d'abord, alors, j'ai présenté tout ça un petit peu comme un fil d'Ariane. Alors, n'hésitez pas à me poser des questions, même je pense, on va essayer de rendre un petit peu l'exposé vivant. Donc, si vous avez des questions, allez-y, vous pouvez m'interrompre, hein, il n'y a pas de problème. Donc, quand on parle de dispositifs d'aide fédère à la région au niveau biodiversité, moi, en fait, je vous ai mis vraiment les trois aspects qui apparaissent le plus dans tous les projets qui sont validés. Notamment, donc, vous avez préservation de ce qu'on appelle d'espèces indigènes endémiques qui sont classées, qui sont connues, que ce soit sur la biodiversité marine ou sur la biodiversité terrestre. Vous avez un deuxième aspect, c'est vraiment la lutte contre tout ce qui est exotique envahissant, toujours lié à un programme, hein, notamment le poli, ou alors par exemple le polar j'ai eu ce cas-là sur les reptiles exotiques envahissants. Et vous avez un troisième aspect qui est plutôt valorisé dans les projets, c'est la restauration écologique des habitats. Voilà. Donc je vous ai mis un petit peu les concepts un peu clés qu'on peut retrouver. Après, pour ce qui me concerne moi, vous avez deux fiches actions qui sont actives et qui vont l'être d'ailleurs à fin décembre 2025, on aura une relance d'AMI qui va être faite, j'ai envie de dire plutôt fin que milieu du mois de décembre. Mais voilà, à partir de fin décembre jusqu'à fin mars, vous aurez toute velléité pour déposer des demandes de subvention. Alors, il y a la fiche action 271 qui concerne ce qu'on appelle le programme Mainstream FEDER 2021-2027. Et vous aurez la fiche 24 qui concerne tout ce qui est protection de la biodiversité, mais dans le cadre de la coopération, c'est-à-dire du programme Interreg6. Alors, je me permets également d'évoquer d'autres dispositifs dont j'ai pu tirer quelques informations auprès des collègues. Alors, il y en a. Alors, j'en parle, je ne fais que les évoquer parce qu'à ce stade aujourd'hui, la plupart ne sont pas actifs, tout simplement parce qu'il n'y a pas de relance d'AMI qui est prévue ou alors parce que certains de ces dispositifs sont déjà préfléchés. Je pense notamment par exemple à la fiche action 272 sur les forêts urbaines tropicales ou la fiche action 253 pour tout ce qui est milieu marin et récifaux. On est soit lié à la commande publique, donc avec des communes, EPCI et collectivités qui ont la main en fait, hein, sur ces dispositifs. Et dans le cas, par exemple, de 253, on a en plus des documents de cadrage, notamment le SDAGE ou la directive cadre sur l'eau ou encore la GEMAPI, qui vous oblige à ne pas seul, notamment je pense aux associations, vous ne pourrez pas tout seul venir préempter une demande au titre 253 ou 272. Il faudrait vraiment que ça se fasse peut-être en coopération avec une commune ou une collectivité. À ce stade, il n'y a pas de relance d'AMI prévue, donc voilà, je ne fais que l'évoquer sur 272, 253. J'ai également pris l'initiative de me rapprocher de la cellule FEAMPA qui gère les aides sur la pêche. Alors, les aides FEAMPA sont pas les modalités de mobilisation, ce ne sont pas les fiches actions, mais de ce qu'on appelle les documents de mise en œuvre, les DOMO. Donc, vous avez deux DOMO qui pourraient éventuellement vous concerner, le DOMO OS 1.1 et les DOMO OS 1.6, un peu plus d'ailleurs l'OS 1.6, puisqu'on est vraiment focus sur la protection et la restauration de la biodiversité aquatique. Simplement, au jour d'aujourd'hui, ma collègue me fait part qu'on est vraiment sur une approche plutôt mi-parcours et même fin de programmation, avec des projets déjà lancés sur du temps long. Après, la deuxième petite contrainte, enfin,
pas petite contrainte hein, quand même, c'est qu'on doit rester ciblé sur des espèces liées à la pêche. Voilà, on ne peut pas sortir de ce cadre-là, c'est vraiment espèce pêchée. Pas de questions à ce stade? Non, on n'a pas encore de Non. questions. Bon, ok, je continue. Donc là, je vous ai fait un petit peu l'inventaire. Je vais passer à la partie 3. C'est un petit peu comment on va mobiliser les aides, notamment FEDER. Donc en fait, la première étape, mais je pense que je vous apprends rien, c'est vraiment la lecture de la fiche action, puisque la fiche action, c'est vraiment un peu le vadémécum de l'aide, hein. C'est quoi, qui, comment, avec avec peut-être une première idée du type de projet que vous pourriez déposer, puisque ça permet au travers de la lecture des gros objectifs et descriptifs techniques, vous avez une idée de ce qui peut être rendu éligible. Donc c'est assez important. L'autre aspect, c'est la partie statut du bénéficiaire, puisqu'on on a malheureusement on a un périmètre qui est restreint sur le type de porteur. Donc, je crois qu'il y a dans les participants quelques entreprises. Alors moi, j'interdis rien, mais c'est vrai que de cette 1, je crois que je pense pas que les personnes morales de droit privé de type société, entreprise peuvent prétendre à un dépôt de demande de subvention. Voilà. Par contre, elle pourrait, de manière collaborative, se rapprocher avec une association et faire un montage collaboratif. Ça, c'est pas interdit. Le périmètre géographique également peut être assez prégnant, notamment dans le cadre de la coopération. Sur Interreg 6, par exemple, comment dire, on a des contraintes par rapport ce qu'on appelle les actes de partenariat, puisque pour pouvoir déposer un dossier, vous devrez vous attacher à signer des conventions, ou du moins avoir un minima des lettres d'intention avec les pays. Par exemple, je sais pas, si vous faites une coopération avec la Tanzanie, il faudra une convention avec un institutionnel de la Tanzanie. Idem pour Madagascar, idem pour les Comores, Maurice, enfin voilà. Après, on a un aspect également important sur les fiches actions, c'est la partie dépenses éligibles, inéligibles. Donc, par exemple, par exemple, si je reprends l'exemple d'Interreg, les dépenses payées en numéraire ne sont pas éligibles. Donc, il faut en tenir compte. Sur les autres cas de figure, bah, tout ce qui est matériel d'occasion n'est pas éligible. Le matériel roulant est pas éligible non plus. Ben, voilà, c'est quelques exemples de dépenses inéligibles. Vous avez une partie également sur les indicateurs. Là, j'insiste lourdement puisque les indicateurs sont souvent connectés aux livrables, qui sont un petit peu la clé de lecture de la Commission européenne et des auditeurs. Tous les corps d'audit aujourd'hui sont focus sur la finalité des projets et sur la qualité des livrables. Donc vraiment, je vous invite à être vraiment. C'est pour ça que je vous ai mis ça en gras, en fait. C'est vraiment important, en fait. Et on a enfin les critères de sélection qui vous permettent de vous éclairer. Alors, sur toutes les fiches actions, vous avez normalement une annexe à la fin qui vous donne les grilles de notation, puisque tous les projets sont notés. Donc, ça vous permet de savoir un petit peu sur quoi vous basez pour que le dossier passe à travers la grille, quoi. Ensuite, après la fiche action, on a une déclinaison en AMI. On appelle la manifestation d'intérêt. Normalement, en fait, les AMI reprennent théoriquement, enfin, de manière un petit peu commune, je veux dire, c'est souvent un copier-coller de la fiche action, mais pas forcément, ce qui a été le cas d'ailleurs avec la biodiversité, puisqu'on peut avoir des objets qui peuvent être plus restrictifs, avec des cahiers des charges techniques qui ne sont pas rédigés par nous, mais par les directions métiers, notamment la DTE et la DECR pour la COPE. Donc, on peut avoir des nouveaux attendus par exemple, sur les livrables pressentis, sur les pièces techniques, sur les indicateurs. Donc, voilà, je vous invite de faire, après la lecture des fiches actions, de forcément être très regardant sur les termes de l'AMI. L'AMI donne également comment dire, des temporalités sur les projets. Alors, la norme, normalement, c'est 24 mois. Ça, je vous l'ai mis. C'est ce qui, on va dire, c'est la durée d'exécution provisionnelle commune, hein, pour la plupart des projets. On peut déroger, on peut déroger,
je vous autorise à déroger. Simplement, il me faudra un argumentaire précis, parce que c'est là-dessus que moi je me positionnerai pour mon rapport d'instruction, pour comprendre, pour justifier de pourquoi on va au-delà de 24 mois. Voilà. Juste pour finir sur les AMI, donc les AMI sont normalement ouverts sur 3 mois. Donc par exemple, si je vais sur si je reprends l'exemple des deux AMI, des fiches actions 2.7.1 et 2.4, vous aurez 3 mois pour déposer votre dossier. Alors après, évidemment, pour vous rassurer, on ne va pas attendre 3 mois pour instruire les projets. On va instruire dès que le projet est horodaté. En fait, dès horodatage dans le système d'information de la région, on est amené à se positionner sur la complétude du dossier. Donc voilà. Donc je réitère un peu l'information, mais c'est pas grave. En 3.3, je vous ai remis le lien là sur lequel vous avez tous les AMI. Alors, vous voyez comment ça se présente. Alors, tous les AMI appel à projet sont mélangés, malheureusement, c'est comme ça. C'est un site qui mélange un peu tout ce qui est appel à projet AMI. Je vous conseille franchement de faire une veille active au moins tous les mois. Je pense que c'est pas mal. Après, je pense que vous pourriez, dans le cadre, alors j'en parle en 3-4, puisque vous pouvez faire la veille active, mais également, sans attendre la publication de l'AMI, vous pouvez quand même vous rapprocher aussi bien de moi pour avoir des informations généralistes sur le calendrier des AMI, sur les attendus, qu'est-ce qu'on attend, ça, il n'y a aucun souci, je vous répondrai. Et également, pour les aspects techniques et les aspects de coopération, partenariat, je vous invite franchement à vous rapprocher de mes collègues, donc DTE et DECR. Mais vous pouvez faire les deux en fait, faire une veille couplée à une approche des services de la région. Donc comment ça se présente? On va avoir un dépôt qui sera fait en ligne, donc sur le portail e-Synergie que vous connaissez. Alors, il faudra juste, bon, bah voilà, ça c'est un peu rédhibitoire, mais je me permets de le rappeler quand même. Il faut qu'il y ait évidemment un paramétrage du compte utilisateur. Alors, peut-être un petit warning sur ce paramétrage, puisque c'est vraiment, il faut vraiment enfin, je vous conseille de désigner une seule personne référente dans chacun de vos structures qui aurait la main pour téléverser les demandes de subvention. Parce qu'on a eu l'exemple, ça a été un peu dommageable, d'organismes qui créent un compte enfin qui crée un compte et qui affecte plusieurs adresses. Enfin, il y a eu des soucis dans ce sens-là. Donc moi, je vous invite franchement à avoir un seul, entre guillemets, compte parent. C'est-à-dire une seule personne qui a la main sur l'utilisation de cet outil. Après, une fois que le compte utilisateur est créé, vous aurez. Alors, j'ai pas malheureusement, je n'ai pas accès au masque de saisie de e-Synergie. Mais en fait, très simplement, moi, c'est ce que j'ai déjà dit à pas mal de porteurs de projets, d'essayer de manière un peu pragmatique de remplir le minimum d'informations, vraiment le minimum, et de compléter ensuite, s'il le faut, par mail avec moi, avec mon service, puisque l'idée, c'est vraiment d'arriver à la fin à pouvoir horodater le projet. Puisque ce qui est important, c'est vraiment que le projet soit accepté dans la base de e-Synergie avant la fermeture, avant l'échéance de l'AMI. Ça, c'est vraiment ça. Alors, c'est un grosse alerte, hein, puisqu'on a eu, je pense, pas loin d'une dizaine de projets depuis qu'on est sur la démarche digitale. On a à peu près une dizaine de projets qui n'ont pas pu être déposés dans les temps et sur lesquels on n'a aucune autorité à agir. Parce notre autorité à agir dépend de l'horodatage. Donc je vous incite et vous conseille très fortement à ne pas trop vous casser la tête avec ce qui est demandé. Vous ne pourrez pas avoir forcément de manière parfaite un téléversement de tout ce que vous voudriez nous présenter. Mais par contre, ce que je vous propose, c'est d'être très un peu de fonctionner un peu en données macro au niveau de e-Synergie et après vous affiner par mail. C'est vraiment la meilleure démarche à faire et ça vous évite de gérer un dossier qui est pas déposé à temps. Donc voilà. Je continue donc. Alors sur les points de vigilance maintenant, puisque une fois que vous avez déposé votre dossier, tout ça vient chez nous.
et on a, comme je l'ai dit, une notation, on doit faire une notation de chaque projet. Là, je me suis permis, dans le cadre point de vigilance, d'essayer d'attirer votre attention sur les points qui font un peu mouche, en fait, entre guillemets, sur tous les notations qu'on doit faire. Donc, on va dire, j'ai repris un petit peu la grille les critères de sélection pour essayer de vous éclairer, pour voir un petit peu qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Donc, par exemple, si je commence par la capacité technique et financière du porteur, donc il y a deux aspects. Il y a évidemment la fiabilité technique. Alors, ça peut être par rapport à un objet statutaire ou par rapport au retour d'expérience sur de précédents projets. Alors, sur l'objet statutaire, là, c'est assez simple. Par exemple, je prends l'exemple du parc national qui, sur son territoire d'autorité, bah, il a le droit de faire de la lutte, il a le droit de faire la conservation, donc il y a pas de sujet. Si j'ai pris un deuxième exemple pour un projet de conservation floristique qui serait porté par le CBNM, où là, le CBNM étant conservateur national et CPIE, il n'y a pas vraiment de sujet. Et après, je ne vais pas donner d'autres exemples, mais ça peut être aussi un acteur qui a pas forcément statutairement, qui n'est pas connu pour la biodiversité, mais qui s'est fait connaître parce que il a posé déjà, il a déjà fait de la lutte contre les 3 œufs ou fait de la préservation d'espèces. Donc ça, c'est tout à fait plutôt bien vu. Sur la capacité financière, je n'ai pas donné d'exemple parce que c'est tellement, ouais, c'est assez complexe en fait. La capacité financière, on va simplement s'assurer qu'il y a une capacité du porteur à assurer le projet au moins sur la durée de pérennité, c'est-à-dire sur 3 années. Donc, par exemple, on a par exemple un fonds de roulement. On a une évolution des états financiers qui sont de nature à rassurer les élus de la région et nous-mêmes par rapport sur la capacité à tenir le délai. Après, je vous ai mis ça en rouge parce que c'est assez important. C'est souvent un aspect qui ressort dans les remarques qu'on a. Quand vous avez par exemple on sait que c'est pas évident hein, notamment je prends l'exemple des porteurs associatifs, on n'a pas forcément des indicateurs qui sont tous au vert. C'est pas très grave pour moi. Ce qui est important, c'est dans le contexte et dans le temps long qu'on puisse donner une assurance raisonnable aux élus avec, par exemple, on voit que sur le cycle de financement long terme, l'association peut-être n'a pas une situation solide à N, mais à N plus 2, N plus 3, on voit qu'il y a une évolution favorable. Après, idem, donc ça, juste ce cas-là, je vous donne des exemples, hein, vraiment, c'est du vécu. Par exemple, sur Interreg, où on a eu des associations qui étaient vraiment dans des situations difficiles, mais le contexte l'expliquait. On était à l'époque dans la crise Covid. La plupart des acteurs associatifs et économiques étaient dans une situation financière très complexe. Donc ça, voilà, il faut juste soit amener des éléments contextuels ou soit des éléments d'évolution qui permettent d'appuyer la démarche. Voilà. Euh, donc voilà pour le 4.1. Pour le 4.2, donc la viabilité de pertinence du projet, bah, en fait, ce qui donne du poids à votre projet, c'est forcément s'il s'appuie sur, par exemple, une stratégie nationale ou régionale. Donc là, je vous ai mis des exemples de projets qui ont été validés pour lesquels on a eu ce cas-là. Donc, par exemple, sur la conservation des tortues imbriquées, on s'est appuyé, il y a eu une démarche par rapport au PNA tortue marine. Autre exemple beaucoup plus récent, où j'ai eu un projet sur la lutte contre la gamme des colons qui s'appuyait sur le polar de 2023. Voilà. Donc en fait, je pense que ça, c'est des éléments, des réflexes que vous avez déjà, hein. Je me permets de le répéter, mais c'est vraiment important. Voilà, qu'on soit connecté à une stratégie. Ensuite, il y a un autre aspect, c'est la complémentarité des projets où on va regarder deux aspects, la complémentarité au niveau du porteur lui-même et au niveau d'autres actions d'autres porteurs. Bah, au niveau du porteur, on va essayer d'apprécier un petit peu les actions qui ont été menées précédemment. Donc là, je vous ai donné l'exemple de l'IRD, où on est sur de l'aire marine éducative, le projet AMEO.
qui s'est appuyé évidemment sur les précédents projets du programme Interreg 5, 14-20, Paris 1 et Paris 2. Sur les complémentarités avec d'autres actions, d'autres porteurs, je vous donne l'exemple, par exemple, d'un projet collaboratif du CBNM qui est venu en complément avec un projet Varuna financé par l'AFD. Donc ça, c'est plutôt, voilà, c'est un point positif. Autre point important, donc c'est la maîtrise du calendrier en 4-4, hein, je vous ai mis. Donc, si on est sur une durée entre 12 et 24 mois, il faut que ça apparaisse dans la demande de subvention, dans la DS. Donc, il faut qu'on ait comment dire, quelque chose qui nous permette de phaser, qu'on ait un phasage clair par action. Alors, si c'est pas ça peut ne pas être dans le formulaire de demande, hein, ça peut être un organigramme Gantt, peu importe, quelque chose qui soit transmis en annexe, mais qu'on puisse se retrouver. Voilà. Et quand on est à plus de 24 mois, comme je l'ai expliqué précédemment, moi je ne l'interdis pas. Mais par contre, pour que ça puisse passer au niveau programmation, il faut que j'ai un argumentaire signé qui me permet de détailler, qui me permet de justifier la nécessité de ce temps long. Voilà. Pas de questions toujours? Bon, ça va. Il y en a On va quelques-unes, attendre. mais on les verra après. Ouais, ok. Un autre aspect qui est plutôt très bien souligné, c'est le caractère innovant. Si vous en avez, il faut en profiter, il faut en parler. Alors, ça peut être un aspect, enfin, un caractère innovant en termes de process. Alors, je vous ai donné l'exemple, par exemple, pareil, par rapport à la lutte contre les 3 œufs reptiles. Ben, il y avait sur un précédent projet, il y avait un prototypage des protocoles de lutte. On était un petit peu, voilà, on était vraiment sur de l'approche expérimentale avec de la capture manuelle, Sarbacane. Voilà, il y a quand même un aspect innovant pour moi dans ce sens-là. Et après, ça peut être en termes de matériel notamment ou de protocole, hein, où j'ai eu par exemple, alors ça a été plutôt assez intéressant, hein, je dois dire, sur site, je suis allé visiter. C'est le largage expérimental de blocs de raticides par drone par rapport à la conservation du tutuite, donc notamment dans l'espace de la roche écrite où, comme vous le savez, ben, auparavant, c'était plutôt d'intervention humaine, pas forcément éco-responsable, hein, et puis, bon, voilà, c'est pas très précis. Là, on est quand même sur des choses assez précises avec des transects, avec du drone. Après, voilà, il y a du plus et du moins, hein, en termes d'analyse coût-avantage. On est bien, j'en suis bien conscient, mais voilà. En tout cas, c'est plutôt innovant. Après, autre aspect important, c'est la gouvernance partenariale du projet. Si vous en prévoyez, c'est toujours bien vu et très bien noté. En général, on a un comité de pilotage intermédiaire et un comité de restitution. Enfin, voilà, c'est un petit peu la démarche qu'on retient. Alors, sur la restitution, je vous ai mis en rouge, c'est pas, j'ai mis sera prévu. En fait, c'est pas une injonction de ma part, c'est plutôt un conseil et une invitation à pouvoir collaborer avec vous. Si jamais on peut faire une restitution en région, je serais ravi de pouvoir y contribuer parce que les élus, notamment, m'ont très souvent fait la remarque de pouvoir comprendre la finalité des projets qui sont votés. Donc, si on fait une restitution en région avec quelques élus, je pense que c'est très bien vu. Voilà, c'est une petite aparté comme ça. Ensuite, il y a un point que je vous ai mis en 4.7, mais c'est vraiment pour si jamais vous faites appel à Interreg, à la coopération, c'est vous conseiller d'aller sur des actes de partenariat sur du temps long, puisque plus on est sur du temps long et mieux c'est noté, et surtout de plutôt privilégier les conventions que les lettres d'intention. Les conventions, vous allez avoir vraiment, vous allez lier vos partenaires sur les aspects techniques, vous allez mettre des objectifs chiffrés, c'est vraiment beaucoup plus prégnant que des lettres d'intention. Voilà. Ensuite, je vous ai mis, parmi les points de vigilance, je vous ai mis un peu un petit, en 4.8, je vous ai mis un point sur l'opérationnalité du projet au regard des objectifs de la MI Fiche Action. Parce que c'est vraiment le point presque crucial en termes de notation.
Alors, ce côté opérationnel du projet, l'apprécier au travers de la qualité des livrables. Donc, je vous invite vraiment à être très, très focus là-dessus. D'essayer de pas trop en mettre des livrables, mais suffisamment pour rendre compte de la finalité du projet et surtout de quantifier vos livrables. Parce que souvent, alors, c'est pas très grave, hein, comme je vous ai dit, de toute façon, on échangera entre nous une fois que le dossier est déposé. Mais nous, on est obligé de quantifier parce que c'est ça qui vous permettra de vous sécuriser dans le cas d'audit. Parce que les auditeurs, forcément, si vous restez très vague, ils vont nous embêter et vous embêter aussi. Donc, je pense que c'est important d'être vraiment sur la quantification. Donc, je vous ai mis un exemple là pour un projet donné. Voilà. Je continue en 4.9 sur les point de vigilance par rapport sur les aspects cadrage financier. Donc, je vais accélérer un peu le pas, me dit Maël. Donc, je vous ai mis les grandes lignes, hein. De toute façon, il y en a vraiment que deux. Alors, c'est plutôt sur des approches simplifiées, puisque sur 2.7.1, on n'aura que les coûts directs RH qui seront pris en compte. Donc, vous aurez à justifier les coûts RH. Et sur Interex 6, on aura tous les coûts directs avec possibilité d'un forfait de 15% qui couvrirait les coûts indirects. Et si le coût est inférieur à 200 000 euros, on peut en plus aller sur du montage OCS projet. Je pense que ce serait mieux qu'on discute, que vous me contactez pour discuter de tout ça sur un projet défini. Je pense que ce sera mieux. Et je vous ai donné un exemple de budget pour vous voyez un petit peu c'est quoi, qu'est-ce qu'on entend en fait hein, par budget prévisionnel. Voilà. J'ai fini, je crois, sur le plus important, c'est l'obligation de publicité avec le respect d'une charte graphique qui maintenant malheureusement qui peut faire l'objet de correction. Donc il y a vraiment, je vous ai mis les trois emblèmes à respecter et il y a deux mentions. Il y a la mention pour le FEDER mainstream et le FEDER interexis. Après, je vais aller très vite, mais c'est pour vous éclairer sur qu'est-ce qu'on entend par obligation de publicité. Donc je vais passer très vite, hein. Donc sur les documents sur tout ce qui est support de communication, bah, vous avez des exemples concrets. Là, je vous ai mis qui sont plutôt bien vus. Donc, bah, évidemment, les feuilles d'émargement et puis tout ce qui est autre élément visuel, support de sensibilisation, jeu éducatif. Alors, les plaques, je passe très vite sur ce point-là, puisque ça sera très peu concerné dans le cadre de 2.7.1 et 2.4, mais ça pourrait l'être par contre dans les autres fiches actions. Donc, à faire à suivre. Et par contre, là, je me permets d'insister, c'est sur les affichages, puisque les affichages, si jamais vous avez des sensibilisations publiques au sein de vos structures, c'est important de prévoir un affichage. Voilà. Les sites web et posts réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est déjà acquis plus ou moins. Il faudra juste s'assurer du respect des chartes. Et je finis sur juste la comitologie. C'est juste pour vous dresser. J'ai encore 2 minutes là ou... Ouais. Je suis un peu long, hein, désolé, je suis enthousiaste, c'est normal. Euh, donc c'était juste pour vous éclairer un petit peu sur qui fait quoi à la région et surtout sur le délai. Alors, moi, alors vous, en tant que porteur de projet, vous allez déposer en un l'ADS, la demande de subvention en ligne. En parallèle, vous pouvez aussi porter à connaissance, c'est-à-dire solliciter, comme je vous ai dit, la DTE et la DECR pour une première approche, notamment sur les aspects techniques, mais aussi pour solliciter du cofinancement. En deux, donc une fois que votre dossier est déposé chez nous, il y a l'eurodatage et un premier dépouillement qui nous permet de viser ce qu'on appelle un RDC, un accusé dossier complet. Une fois qu'on a fait la RDC, on enchaîne sur l'instruction proprement dite avec un rapport d'instruction qui va passer trois commissions, trois instances, donc deux consultatives et une délibérante. Donc sur les consultatives, je vais très vite. Bon, il y a la commission sectorielle de la région dans laquelle vous avez les élus référents du thème. Vous avez l'Agile avec on va dire, une présentation un peu plus élargie, puisque vous avez les représentants de l'État, du département, des autres services, notamment et du Césaire, enfin voilà. Pareil, avis consultatif. Et vous avez le plus important pour vous à retenir, c'est la commission permanente avec la présidente de région et tous les élus membres qui va octroyer ou pas l'aide FEDER pour votre projet. En 4,
Et donc, entre le 2 RDC et le 4 octroi de l'aide, je vous ai mis prévoir minimum 3 mois parce que, voilà, alors moi je maîtrise, je suis très clair, hein, je maîtrise parfaitement l'ordre du jour de la commission sectorielle puisque c'est moi qui inscris, qui a la responsabilité d'inscrire en commission sectorielle. Par contre, à l'agile et à la commission permanente, ça dépend pas de moi. Donc c'est pour ça que je vous ai mis 3 mois parce qu'en règle générale, il peut y avoir des décalages sur les ordres du jour. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour, mais très rapidement, voilà. Merci beaucoup Alain pour ta présentation qui était vraiment claire et qui apporte aussi un point de vue complémentaire, je trouve, par rapport aux autres webinaires qu'on a organisés les semaines précédentes. Parce que là, c'est un point de vue instructeur que tu apportes. Il y a eu quelques questions. Alors, la différence entre le FEDER et Interreg. Donc, on a déjà mis par écrit, dans Interreg, il faut un volet coopération. Ouais. Alors Interreg, entre le volet FEDER et Interreg, en Interreg, vous allez forcément avoir un territoire élargi pour la contribution de votre projet. Je vais prendre des exemples très concrets. Par exemple, sur la conservation des cétacés. Ou par exemple, voilà, les cétacés, forcément, bah, nos cétacés, nos baleines à bosse vont pas s'arrêter juste devant la route littorale ou sur la côte ouest ou le sud, ils vont aller sur toute la zone sud de l'océan Indien. Et donc, c'est tout logique qu'il y ait une conservation qui soit partagée au niveau biodiversité entre les différents acteurs de la zone. Donc, si jamais vous avez ce genre de projet, évidemment, je vous invite très fortement à vous rapprocher, d'essayer d'avoir des approches avec les autres opérateurs biodiversité de la zone océan Indien. Et par contre, vous pouvez vous faire assister et aider. Moi, je peux vous mettre en contact, par exemple, avec Thaïs Aboud, qui est vraiment la personne clé, je pense, de la direction DOCR, qui travaille avec Monsieur Lorion, que je vous ai mis hein, en contact, et qui pourrait vous aider, voilà, dans ce sens. Une question toujours sur la coopération. Est-ce qu'il est possible d'avoir un projet qui porte uniquement sur les territoires de La Réunion et de Mayotte, ou est-ce qu'il faut forcément l'intervention d'un pays tiers? Ouais, alors, je préfère, j'ai envie de dire que forcément, la coopération, c'est une coopération avec plusieurs pays, plusieurs États tiers de la zone océan Indien. Si c'est que Réunion et Mayotte, ça pourrait, hein, je ne dis pas que c'est impossible, il faudrait qu'on se rapproche de manière très concrète du projet que vous visez et qu'on puisse échanger avec la cellule des OCR. Je pense qu'eux, ils pourront vous donner des éléments plus précis. Ok. Tu as mentionné des dépenses numéraires qui ne sont pas éligibles. Oui, alors, Tu as des exemples. Est-ce que tu peux expliquer ce que oui, c'est? alors tout simplement, alors malheureusement, voilà, les exemples que je vous donne, c'est que sur le précédent programme 2014-2020, forcément, si vous allez faire la coopération à Zanzibar, à Grande Comore ou en Tanzanie, vous avez ben, quand même de très fortes chances de devoir, à l'époque, vous pouvez pas ne pas payer en numéraire, parce que malheureusement, ce sont des territoires où les échanges commerciaux se font sur cette base-là. Aujourd'hui, malheureusement, le règlement Interreg a changé. Donc, on ne peut plus accepter à l'éligibilité tout ce qui est payé en espèces. Voilà. Donc, il faut essayer de trouver d'autres solutions. Et bon, voilà, c'est compliqué, hein, j'entends bien, mais je décline malheureusement la réglementation qui s'impose à moi comme à vous. Ok. Euh, oui, alors les porteurs de projets, ils nous remontent souvent une problématique qui revient, c'est le manque de soutien aux gestionnaires sur le long terme qui font de l'entretien de l'espace naturel, de la lutte contre les exotiques envahissantes, qui prend du Ouais. temps, il faut revenir régulièrement sur le terrain. Moi, je pense, Oui. voilà, j'ai déjà eu effectivement ce genre de questions. Moi, je pense que l'idéal, ce serait de faire une amorce en fait en termes de lutte. Mm. Si vous avez par exemple un projet qui serait vraiment qui serait un premier, hein, une première approche dans un domaine qu'on n'a jamais exploré, je sais pas, sur une espèce pour laquelle il n'y a jamais eu de lutte. Bah, le projet pourrait évidemment être rendu éligible au titre du FEDER. Moi, il n'y a aucun souci pour moi. Après, sur le long terme, par contre, on pourrait envisager un cofinancement en dehors du FEDER par d'autres bailleurs. C'est ce qui se fait, par exemple, vous savez, sur la TVA. Par exemple, la TVA n'est pas éligible. Malheureusement, la TVA s'impose
à vous aussi, je peux très bien comprendre que c'est compliqué. Donc, ce qui se fait souvent, c'est que la TVA est prise en charge par d'autres bailleurs, d'autres cofinanceurs en dehors du FEDER. Ou, de manière plus large, hein, tout ce qui n'est pas éligible. Par exemple, demain, vous avez un projet, il y a certaines dépenses que je ne prendrai pas parce que ce n'est pas éligible par rapport à la réglementation. Vous pourriez tout à fait les rendre éligibles dans le cadre d'un autre périmètre de dépenses, un autre plan de financement avec un autre bailleur. Ça, il n'y a aucun souci. Oui, c'est un Donc, conseil. à ce titre-là, par exemple, l'entretien des espaces naturels, je pense qu'il y a moyen de faire supporter financièrement cette approche-là par un autre bailleur. Ça pourrait être le département sur le départemental domanial, l'ONF, le parc national. Enfin, et après, par contre, la première approche, c'est-à-dire aussi la première, le premier dossier, on va dire, de lutte, ça pourrait être chez nous. Et après, voilà, de faire supporter l'entretien par d'autres bailleurs. Oui, c'est un conseil qu'on Voilà, apporte, effectivement, de dire d'intégrer ce projet de gestion et d'entretien à quelque chose de plus global, d'avoir un axe un peu nouveau, innovant, réfléchir par exemple à un sentier pédagogique, un sentier de valorisation sur le site et y intégrer des actions d'entretien sur lesquelles on pourrait effectivement réfléchir à des cofinancements. Justement, là-dessus, il y a une question sur les taux de financement. Alors, oui, il faut Alors, on est toujours sur. Alors, là, par rapport à l'ancien programme, on est passé à 85% de taux de financement avec, avec toujours la nécessité d'avoir un cofinancement. Donc, en général, c'est du FEDER et de la région, toujours, en général. Enfin, maintenant, ça, c'est beaucoup plus simple que précédemment, puisque justement, sur la fiche action 271, vous aurez du FEDER et 70%, donc, et 15% qui viendrait en cofinancement en région de la DTE. C'est pour ça que je me suis permis d'insister que la DTE, c'est vraiment l'acteur clé pour l'aspect technique et l'aspect cofinancement. Après, vous pourriez aussi avoir d'autres cofinancements, c'est pas interdit, hein. Vous pourrez vous rapprocher d'autres bailleurs, comme je vous ai dit d'ailleurs pour d'autres raisons. Mais en général, le cadrage financier, c'est 85% avec 70% FEDER et 15% région. Et pareil pour Interreg, hein, ça sera le même schéma, sauf qu'on aurait là, alors, je dis pas de bêtises, c'est du FEDER, toujours pour du FEDER, et 15% qui viendrait de la DECR. Voilà. question technique sur le FEDER. Est-ce que le budget prévisionnel doit toujours être aussi détaillé? Est-ce qu'il faut forcément trois devis pour chaque dépense, ou pour chaque ligne? Alors, normalement, en fait, on doit simplement, je reprends la fiche, hein. Il y a deux aspects. Sur le budget détaillé, on aura plutôt cette approche-là sur Interreg. Alors, on va pas vous demander. Alors, nous, ce qu'il nous faut, c'est une approche coût raisonnable. C'est-à-dire qu'on puisse comprendre que le coût que vous présentez est proche du coût du marché. Donc, ça va être effectivement trois devis, ce serait l'idéal. Si vous ne pouvez pas en avoir trois, eh ben, il faut nous expliquer comment vous avez fait votre démarche. Et il faut qu'on ait des quotas. Alors maintenant, en plus, aujourd'hui, je crois, là où c'est beaucoup plus simple, c'est que pour beaucoup, les coûts peuvent être cotés directement en ligne. Si je dis vrai, en fait, vous avez plein de fournisseurs qui maintenant donnent le référencement de prix tarifaires en ligne. Donc c'est assez simple, je pense. Donc je pense que trois devis, ce serait l'idéal. Après, si vous ne pouvez pas faire trois, ben vous nous expliquez pourquoi. Après, on peut aussi ne pas avoir trois devis parce que, je vais prendre des exemples concrets. Vous achetez du matériel qui n'est pas pour lequel il n'y a qu'un seul fournisseur, ou par exemple, c'est le seul fournisseur qui va vous donner un matériel qui sera interopérable avec votre logiciel d'acquisition de données. C'est des exemples concrets, hein, je vous donne. Donc ça, là-dessus, je vais pas vous demander trois devis, alors que voilà, c'est vraiment, on va dire que c'est une approche coût raisonnable. Donc c'est à vous de voir. Après, idéalement, si vous avez trois, c'est parfait. Si vous n'avez pas trois, eh bien, on échange entre nous, on essaie de comprendre.
Et c'est le cas aussi sur le FEDER. Parce que là, tu as Oui. parlé Alors, d'intérêt. sur le FEDER, ça sera non, parce que le FEDER, c'est beaucoup plus simple, ça sera que des coûts RH, normalement. Ce ne seront que des coûts RH avec un forfait automatique de 40% qui est calculé. Donc, ce que vous aurez sur le FEDER, normalement, c'est uniquement la justification de salaire. Ah, le retour des questions sur la fonge, sur les champignons. La biodiversité inclut la fonge, donc un compartiment qu'on connaît encore très très peu à La Réunion. Hmm. Est-ce que le FEDER peut soutenir de la valorisation de la biodiversité, enfin peut soutenir, oui, un projet d'inventaire de la fonge couplé à des travaux de recherche sur leur rôle dans les écosystèmes? Alors, moi, à mon niveau, un grand oui, mais au niveau de mes collègues, je ne sais pas. Donc, parce que je suis pas, comment vous dire, je suis pas un spécialiste techniquement parlant de la question, mais je vois bien dans ce que vous écrivez, de ce que vous évoquez, il y a vraiment une réelle contribution. Mais sauf que pour mes collègues qui sont opérationnels sur la biodiversité, je sais pas si, là, je pense que c'est vraiment, pour le coup, on est vraiment dans le cas typique où c'est mieux de vous rapprocher de la DTE pour voir. Parce que normalement, l'inventaire, qui dit inventaire, on est un peu sur un état des connaissances. Et je crois que voilà, c'est pas exactement ce qu'ils veulent entendre sur la biodiversité. Oui, Mais ça a le mérite d'être clair. Donc, franchement, solliciter la DTE. oui, s'il y a un vrai besoin, et puis je pense qu'il est réel, ce besoin, il faut échanger avec la DTE. Effectivement, quand on regarde les priorités de cette année, en 2025, l'AMI portait plutôt sur des travaux opérationnels de Oui, restauration. oui. Mais après, on a conscience de cet enjeu, et je pense que là, l'ARB peut aussi intervenir pour faciliter le dialogue avec la Ah DTE, oui, tout à fait, ouais. voilà, sur cet enjeu-là de connaissance. Une demande de précision sur ce que tu expliquais tout à l'heure sur les coûts RH simplifiés dans le FEDER. Oui. Est-ce que c'est le cas aussi si le projet est supérieur à 200 000 euros? Bah, en fait, si on est alors, si on est au-delà de 200 000 euros, si je prends l'exemple, bah, je vais prendre à chaque fois les deux exemples. Si on est supérieur à 200 000 euros, de toute façon, on est déjà plus ou moins dans une forfaitisation coût simplifié pour la partie 271, puisqu'on a déjà un 40% qui est de facto appliqué sur la RH. Donc, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de. Au-dessus de 100 000, vous aurez de toute façon 40% de forfait. Sur Interreg, en fait, c'est pareil. Normalement, si on est au-dessus de 200 000, on aura toujours les 15% qui s'appliqueront. Donc, en fait, au-dessus de 100 000, j'ai envie de dire qu'on est dans les deux cas de figure que je vous ai décrits. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de dérogation. En dessous de 200 000, par contre, effectivement, vous aurez le gros avantage pour les coûts en dessous de 200 000, c'est que je vais appuyer mon instruction sur les aspects financiers, comptables uniquement à l'instruction. Et après, je vous embêterai plus avec ça. C'est-à-dire que je vais être uniquement focus sur le livrable. C'est-à-dire le projet, une fois qu'il a été validé par la commission permanente, je vais plus rien vous demander, moi. Pas de facture, pas de bulletin de paye, plus rien. Et on va simplement donner du crédit au livrable. C'est-à-dire qu'il faudra être très vigilant sur la manière dont vous allez écrire vos prétentions en termes de livrable. Mais on n'aura plus du tout de droit de regard. Ça nous est interdit de vous demander des factures pour les dossiers à moins de 200 000, hein, je parle. Hein. Et on aura, là où c'est un gros avantage aussi, c'est qu'on aura donc une avance de 50% qui sera versée à la signature de la convention de manière automatique. Vous n'avez rien à faire. C'est vraiment nous qui devons faire cette démarche. Et après, par contre, au solde, on aura également 50% qui vont être versés, mais uniquement sur présentation des livrables et justification de la qualité des livrables. Donc, à ce titre-là, je pense, c'est pour ça que je parlais de restitution en région, c'est pour vous donner un peu plus pour sécuriser un petit peu la démarche. Donc, vous pourriez présenter vos livrables en région. Voilà. Alors, on approche tout doucement de la fin du webinaire. Je remercie Isabelle de Agile Réunion qui a mis dans les commentaires un lien vers un guide pour les porteurs de projets et qui retrace la méthodologie, justement, toutes les étapes clés. Moi, je voulais quand même te poser une question puisque tu as mentionné qu'on est à mi-parcours, fin de programmation.
Oui, Est-ce qu'il y a des perspectives justement pour aborder cette fin de programmation et quel est l'état de consommation des enveloppes? alors moi sur 2-4 on est loin, enfin c'est pas, on a encore beaucoup de marge hein, de manœuvre parce que la biodiversité, bah, on a quand même restreint beaucoup les AMI. Les AMI sont quand même très restrictifs d'ailleurs sur les deux fiches actions, ce qui fait qu'on n'a pas eu vraiment beaucoup de projets. Donc vous avez encore largement, je pense il y aura encore au moins, il y a une relance d'AMI qui est faite là en fin d'année, mais je pense suivant ce qui va ressortir comme projet, il y aura peut-être encore un autre, peut-être. Mais non, on a encore une possibilité de faire aboutir pas mal de projets, quoi. Ouais. Surtout sur l'Interreg. Hein, sur Interreg, effectivement, on n'a pas eu beaucoup de projets. Et sur 271, on en a quand même, mais voilà. Bon, le message clé, du coup, à retenir, c'est ça, hein. N'hésitez pas à déposer des projets. Alors, ouais. Et sur 2.4, on a un petit peu plus de marge de manœuvre techniquement parlant parce que la direction métier naturelle, c'est plutôt la DOCR. Donc voilà, donc on va se faire accompagner de la DTE évidemment, mais voilà, c'est vraiment la DOCR qui va appuyer sur l'aspect technique en fait au niveau partenariat. Ok. Je te remercie, Alain. On arrive au terme du webinaire. Ah oui, on était revenu, faut que je revienne à la fin. Il nous reste un webinaire la semaine prochaine qui sera animé par la DRAGES, donc un service de l'État qui soutient les associations et qui va présenter le Fonds pour le développement de la vie associative. Je vous remercie pour votre participation. Si vous avez un projet en cours de montage et que vous avez besoin d'appui, n'hésitez pas à contacter l'ARB en remplissant le questionnaire. J'ai mis le lien sur la dernière diapo. Et je vous laisse aussi bloquer la date du 29 janvier 2026. C'est le jour de l'atelier qu'on va organiser pour les porteurs de projets, pour vous aider vraiment à identifier les financements les plus pertinents et aussi pour favoriser des partenariats, des coopérations entre vous, pour que vous puissiez voilà, faire intervenir vos différents domaines de compétences comme des briques différentes qui viennent s'imbriquer voilà, dans des mêmes projets, aussi pour que vous puissiez vous regrouper dans des projets communs qui atteindront une taille critique aussi suffisante pour certains appels à projets. Donc merci, je vais reprendre toutes les questions, on répondra par écrit pour préciser aussi peut-être les petits points qui resteraient un peu opaques ou qu'on n'aurait pas traités. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bon après-midi, bon week-end à tous. Perdu ma souris. Il reste collé en bas.